Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de l'introduction générale à la communication, notamment l'approche conceptuelle à travers la théorie de l'information selon Claude Shannon. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'approche lexicologique, mais le problème qui se pose à la consultation des dictionnaires, c'est qu'il ne nous montre pas un petit peu comment dirais-je, il nous donne une définition, mais il ne nous renseigne pas sur la démarche. Par exemple, lorsqu'on dit communiquer, c'est transmettre un message, oui, on a compris, mais comment on le transmet? C'est la raison pour laquelle il faut demander aussi le point de vue des spécialistes, car les spécialistes, puisqu'ils passent plusieurs années dans le travail, ils peuvent nous apporter quelques éléments de réponse. Et donc, parmi ces spécialistes-là, le fondateur de la théorie de l'information et de la communication, Claude Shannon. Alors, qui est ce monsieur Shannon? Eh bien, c'est quelqu'un qui a vécu entre 1916 et 2001. Il est mathématicien américain et ingénieur en génie électrique. Il a travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale pour les services secrets de l'armée américaine, bien sûr, en cryptographie. Et il a passé une grande partie de sa vie à décoder les parties signifiantes au milieu de brouillage au service justement de l'armée américaine. D'autant plus qu'il est un spécialiste qui a travaillé avec Bell Telecom en tant qu'expert, bien évidemment, avec un certain nombre de ses collègues, notamment Weaver. Alors, quel est l'intérêt de la biographie? Vous allez le constater tout de suite. Le contexte de guerre exige. Alors, vous savez que Shannon a évolué dans un contexte de guerre, c'est-à-dire principalement la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, il est spécialiste. C'est un ingénieur en génie électrique et puis un mathématicien. Alors, le contexte de guerre, qu'est-ce qu'il exige? Le décodage de l'information, celle de l'ennemi, la protection de l'information, la sienne, c'est parce que c'est important de protéger l'information. Si l'information est diffusée, on risque de perdre énormément de choses. Et un spécialiste pour assurer les deux missions. Ce spécialiste, tout simplement, à l'époque, son nom est Shannon. Et puis, ce spécialiste a besoin bien sûr, d'une technique. Cette technique ne peut être que la cryptographie, qui est l'une des disciplines, bien sûr, de la cryptologie, alors qui s'attache à protéger des messages en cédant, bien sûr, souvent des codes, des clés, etc., afin d'assurer la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité, bien sûr, des messages. Le proverbe dit, à force de forger, on devient, c'est vous qui le dites, forgeron, bien sûr. Bien. Donc, Shannon, il est tout à fait normal de proposer, de conceptualiser ses recherches. Et le schéma que vous voyez sous les yeux, c'est un schéma de la théorie de la communication créé par l'auteur du livre La théorie mathématique de la communication, bien sûr. Alors, pour aborder ce schéma, bien sûr, il faut une méthode. Et cette méthode, elle se base principalement sur la phase descriptive et la phase analytique. Dans la phase descriptive, bien sûr, on décrit ce qu'on voit, parce que c'est important d'abord de comprendre que ce qu'on voit, on l'a bien saisi, avec le maximum possible d'objectivité. Et puis, on essaye de commenter ce qu'on voit, tout en donnant à la fin un point de vue. C'est notre droit, bien sûr, de donner notre point de vue sur ce qui se passe devant nous. Alors, revenons un petit peu à la phase descriptive, qui est la première phase, et au schéma de Shannon. Alors, ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est un schéma composé de 5 éléments. Source d'information, émetteur, canal, récepteur, destination. Mais il y a aussi certains éléments qui accompagnent ces 5 éléments, à savoir le message, le signal et puis le bruit. Bien sûr. Alors, je vais essayer un petit peu de décrire ce schéma selon 4 remarques. Cela pourrait vous aider, chers étudiants, à retenir mon explication de façon plus méthodique. La première remarque, le message est envoyé en l'absence des personnes. Source d'information, destination. Émetteur, récepteur. Et donc, si message il y a, c'est à travers un signal entre un émetteur et un récepteur. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Parce que lorsqu'on utilise tout simplement un téléphone, quand on utilise un moyen de télécommunication, bien sûr, cela signifie que les personnes ne sont pas proches les unes des autres.
Donc, il n'y a pas ce que Jacques Derrida appelle la coprésence. Et la coprésence exige la communication orale, l'échange, etc., le face-à-face. Ma deuxième remarque va se formuler sous forme de question. Qu'est-ce que le signal? Qu'est-ce qu'il représente, le signal, le mot signal? Eh bien, tout simplement, chers étudiants, il s'agit d'une communication électronique qui consiste en l'échange d'informations de nature diverse par des technologies de l'information ou de la communication désormais appelées TIS. Elles sont omniprésentes et jouent un rôle fondamental dans la vie de l'homme moderne du XXIe siècle. Du coup, l'efficacité de la communication entre la source 1 et la destination 5 est principalement liée à la performance des machines utilisées comme le téléphone, le PC, la tablette, la télévision, le datashop, etc., etc. Toutes ces machines appartiennent à la catégorie de ce qu'on appelle émetteur-récepteur. Chers étudiants, à cette époque-là, l'émetteur et le récepteur n'étaient pas des êtres humains, c'était des machines, pour ne pas confondre les concepts. L'efficacité de la communication, regardez, donc il y a une flèche qui va dans un sens, de 1 vers 5, et donc l'efficacité de la communication dépend aussi de la performance du système de transmission de l'information, comme le réseau informatique, comme la fibre optique, comme le système de câblage, etc., etc. Très bien. Alors, je vous invite à voir un petit peu toutes ces machines qu'on a. Alors là, c'est sûr que vous êtes familier à cela. Vous avez système réseau qui lie le monde entier. Alors, vous consultez quelque chose sur votre PC, les gens de l'autre bout du monde savent ce que vous êtes en train de faire. Il y a tout un système d'espionnage, etc., etc. Donc, y a-t-il une vie privée actuellement? Et puis, il y a le réseau informatique, il y a le câblage, il y a le datashop, il y a le téléphone, etc., etc. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est cette icône centrale qui s'appelle le code barre de D. C'est la dernière chose qu'on voit actuellement comme moyen de contact avec les entreprises. Et Zlitni Sami précise dans son ouvrage La communication électronique en question, il précise que ce code barre de D permet de créer un contact plus intime avec le récepteur parce que c'est lui qui cherche lui-même l'information. Il suffit d'avoir l'application sur son téléphone et puis chercher une infinité. Regardez un petit code sur du papier, sur n'importe quoi, qui va vous donner énormément d'informations. C'est vraiment de la magie. D'accord? Alors, revenons un petit peu au schéma. Alors, on a dit, il y a la source, il y a la destination, l'émetteur et le récepteur. On a parlé de l'émetteur, on a parlé du récepteur. On a parlé du canal aussi, on a dit le système, c'est-à-dire transmission, est-ce que réseau, est-ce que fibre optique, etc. Alors maintenant, la question qui se pose, pourquoi Shannon parle de message? Parce que ça se voit qu'il parle de message. Mais ma question, pourquoi message? Pourquoi il n'a pas dit source d'information, information, émetteur? Et pourquoi il a dit source d'information et non pas source de message? Donc nous avons deux mots utilisés différemment par le même spécialiste et dans le même schéma. Il y a information, il y a message. Bien sûr. Alors il est temps, chers étudiants, de connaître la différence entre un message et une information. Alors, le message, c'est un courrier électronique qui est caractérisé par 3 éléments. C'est une enveloppe. Alors, dans le message, il y a ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire l'adresse du destinataire, l'expéditeur plus l'adresse du destinataire. C'est obligatoire. Et puis, il y a l'entête, sujet, plus le destinataire, plus la date de l'expédition, etc. Et puis, il y a le corps du message, à savoir le contenu, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce message. Ces 3 éléments composent la notion du message. Donc, il est important que le destinateur et le destinataire soient connus. Et il est important que le circuit de transmission soit aussi précis, visé. D'accord? Et ça, c'est très important. Par contre, l'information, il est mesuré par quoi? 1. L'acquisition. On dit, je suis au courant de la nouvelle, je ne suis pas au courant. Le mode de circulation, j'ai vu à la télé, j'ai vu sur Internet, j'ai vu sur le WhatsApp. Et puis, par la mesure, le kilo-octet, par exemple, mon disque dur a une certaine capacité X ou Y. D'accord? Et puis, à la fin, le résultat attendu, et ça revient à l'étymologie, information,
informare, c'est-à-dire donner une forme à quelque chose. Alors vous avez un certain nombre d'informations, vous arrivez à un résultat. Monsieur X est innocent. Alors on croyait qu'il était coupable, on a collecté énormément d'informations, on est arrivé au résultat qu'il est innocent. Et puis la deuxième caractéristique, c'est que l'information elle est vouée à l'interprétation, c'est-à-dire elle est liée au sens, et puis elle peut engendrer uniquement une émotion. Par exemple, vous regardez un spectacle sur votre téléphone, envoyé par quelqu'un sur YouTube, etc. Et donc ça suscite une émotion. C'est pas nécessairement il n'est pas nécessaire qu'on ait les outils d'interprétation, bien sûr. Et puis, troisième point, donc qui est en relation avec le deuxième, susciter une réaction qualitative chez celui qui la reçoit. Donc, c'est la raison pour laquelle Shannon parle de message. Parce que le message, sa destination, elle est claire. La source, elle est connue. La destination, elle est connue. Quand on dit source d'information, alors là, c'est le flux d'informations qui est mesurable, qui a ses propres caractéristiques que je viens de citer, bien évidemment. Alors, maintenant, regardez le schéma de Shannon. Alors, il parle de source de bruit. Il parle de bruit. Qu'est-ce qu'on entend ici par bruit? Chers étudiants, un bruit, c'est un obstacle à la communication. Mais il ne faut pas encore confondre. Quand vous lisez ce schéma-là, quand vous le regardez, il ne faut pas parler d'obstacles psychologiques, obstacles relationnels, obstacles humains, etc. Non, vous serez hors sujet. Pourquoi? Parce que Shannon n'a jamais pensé à l'être humain en concevant ce schéma de communication. Alors, le bruit dont il parle Shannon, il s'agit d'un bruit technique. Il relève de la qualité du canal de transmission. Exemple, une ligne téléphonique en dérangement, un parasite à l'écran de télévision, un problème de réseau. C'est une perturbation sonore, visuelle, de réseau, etc., etc. Et donc, je vous montre les images qui peuvent justifier un petit peu le bruit dont on parle, bien sûr. Alors, regardez ici. Une erreur est survenue, nous rencontrons des problèmes techniques. Réessayez plus tard. Taille maximum du message atteinte. Impossible de joindre le fichier. Alors, je tiens à ouvrir une petite parenthèse. C'est que Shannon a popularisé l'utilisation du bit. Et le bit, bien sûr, c'est l'entité mesurable de l'information, bien sûr, dans le domaine informatique. Si parfois la quantité de l'information dépasse la capacité du canal de transmission, alors on obtient ce que vous voyez sur l'écran noir, impossible de joindre le fichier trop volumineux. Alors nous avons d'autres types d'obstacles, de problèmes techniques. Regardez, parfois on obtient des images comme ça à la télévision en plein match, derby Barça Real. Et puis là, on vous dit, on est désolé, la diffusion de ce canal est momentanément interrompue. Vous avez envie de voir le match, mais le câble ne marche pas. Alors c'est ce que, bien sûr, Shannon appelle bien sûr, le bruit. Alors, parmi les obstacles aussi, il y a un problème de décodage. C'est-à-dire, regardez, le service de contrôle s'adresse à l'un des deux avions, Réacté 123. Vous savez, on ne peut pas deviner lequel des deux avions est visé, parce que Réacté 123, c'est un code. Est-ce que c'est l'avion en haut, c'est l'avion en bas? Donc il faut décoder. Si maintenant on sait que l'avion en haut c'est Réacté 123, on peut savoir que c'est l'avion d'en haut. Vous voyez comment on peut décoder, comment on protéger l'information. On peut protéger l'information. Alors maintenez le niveau de vol 230. Qu'est-ce que le pilote de l'avion en haut, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a dit 330, le pilote d'en bas? Est-ce que c'était pour nous? Alors si les deux pilotes n'arrivent pas à décoder rapidement le message, ça va donner une conséquence néfaste, le crash des deux avions et donc la mort de plusieurs personnes, de dizaines de personnes. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à la phase analytique, c'est-à-dire maintenant qu'on a compris ce qu'il y a dans le schéma de Shannon, alors nous allons voir un petit peu comment on peut interpréter cela. Alors, ce qu'on peut interpréter, ce qu'on peut dire à ce propos-là, c'est que le schéma de communication de Shannon est très très loin de la communication humaine. D'accord? Alors, Shannon et son collègue Weaver n'ont jamais pensé, en concevant ce schéma, qu'il est applicable à la communication humaine, car le plus important dans ce modèle, ce n'est pas la relation entre la source et la destination, mais l'étude de la transmission du message
dans son acception technique en tant que code et signal. Bien sûr, ce modèle risque d'avoir des déformations comme les problèmes de décodage ou du bruit qui nuisent à la transmission du message. C'est sûr. À chaque fois qu'il y a le problème, alors qu'est-ce qu'un problème? C'est un stimulus qui engendre la recherche. Et, chers étudiants, les chercheurs ne cessent de mener des études pour trouver le meilleur rendement du signal avec le maximum de transmission de messages sans trop de difficultés, afin d'assurer, bien sûr, la bonne circulation de l'information, surtout quand il s'agit d'une information liée à la clientèle. Alors, ce modèle, ce qui est extraordinaire, c'est que ce modèle de Shannon a été métaphorisé par pas mal d'autres spécialistes. Mais je choisirai la métaphore de Bodichon-Janet dans son ouvrage « La communication, processus, forme et application », qui compare ce schéma linéaire de Shannon avec à la métaphore du conduit. Effectivement, quand on a un conduit, par exemple un tuyau, où circule l'eau, par exemple, ou un liquide quelconque, l'eau, le pétrole, tout ce que vous voulez. Alors, lorsqu'on a un tuyau où circule l'eau, alors l'eau va arriver à la destination s'il n'y a pas d'obstacle qui entrave ce passage, le circuit d'eau. S'il y a un obstacle, nous avons deux cas de figure. Soit l'eau n'arrive pas, parce que c'est un obstacle majeur, soit l'eau arrive à une quantité moindre que l'attente de la destination. C'est une métaphore très intelligente de la part de Bodichon qui nous explique un petit peu comment on peut voir le schéma, bien sûr, de Shannon. Alors, la deuxième remarque, c'est que l'information dans le schéma de Shannon est à sens unique. Ça se justifie à l'époque parce que le souci majeur, c'est une information électronique qui vise, bien sûr, à éliminer le maximum possible de parasites pour que la source puisse transmettre l'information à la destination. Mais ce modèle linéaire a fortement influencé, bien évidemment, les moyens de communication de masse dans la société occidentale. Alors, la communication de masse, c'est quoi? C'est une communication médiatisée à travers les masses médias qui vise bien sûr à manipuler, à influencer la masse populaire. Alors, Jean-Yves Capule développe dans son ouvrage La nouvelle communication cette idée, en précisant que l'idée que les médias, en particulier la presse écrite, la radio et le cinéma, seraient capables d'influencer durablement et efficacement les individus, surgit en effet dans l'entre-deux-guerres. Les techniques de propagande utilisées par le régime nazi, par exemple, et ça c'est un exemple très important, le régime nazi fondé sur la manipulation des foules, sur l'appel aux instincts primaires, sur la mobilisation de certains archétypes. Parmi les archétypes à l'époque, c'est que les Allemands ont une race supérieure, bien sûr. C'est une idée qui a été propagée par Hitler. Et sur cette base-là, il invite les gens à défendre cette race. Donc, on s'engage dans une guerre qui va engendrer des catastrophes sur une cause qu'on ne comprend pas vraiment. C'est ce qu'on appelle, bien évidemment, la manipulation. Bien. Voilà le schéma qu'on vient d'interpréter, bien sûr. Alors, si vous avez compris, nous allons voir un petit exercice rapide en vous posant la question: est-ce que l'enjeu de la communication selon Shannon est un enjeu informatif, c'est-à-dire qui vise à donner des informations? Est-ce que c'est un enjeu identitaire, c'est-à-dire donner une image de soi et de l'autre? Est-ce que c'est l'enjeu d'influence, agir sur les interlocuteurs? Est-ce que c'est l'enjeu informatif, mettre en place des règles et des lois? Est-ce que c'est l'enjeu relationnel, renforcer la cohésion de l'équipe? Alors, je vais répéter toutes ces phrases pour vous donner le temps de réfléchir. Vous allez cocher l'un des enjeux, bien sûr. Alors, j'ai dit enjeu informatique, enjeu identitaire, enjeu d'influence, enjeu normatif et enjeu relationnel. Alors, chers étudiants, si vous avez choisi enjeu informatif, cela veut dire que vous avez compris le schéma de Shannon. Alors, quel est le cas d'usage de l'enjeu informatif selon le schéma? C'est-à-dire, il y a pas mal de spécialistes qui ont dit que ce schéma-là n'est pas applicable à la communication humaine. Moi, je dis non, au contraire. On peut l'appliquer à la communication humaine, bien sûr. Et en fouillant un petit peu dans le domaine, eh bien, j'ai trouvé que dans les écrits administratifs, il y a le schéma de communication à sens unique, notamment la note de service, la circulaire, la note d'information, la circulaire et la note de service. Alors, la question, qu'est-ce qu'une note de service, par exemple?
Bien sûr, je ne vais pas faire un cours sur les écrits administratifs, mais ces exemples, ils sont à titre, bien sûr, illustratif. La note de service est un document écrit, interne, bien sûr c'est ce qu'on appelle la communication interne au sein des entreprises, ou bien des établissements publics aussi, destiné à un ou plusieurs subordonnés. Alors, la source, c'est un supérieur hiérarchique, la destination, c'est les subordonnés, qui devront exécuter ce qui est demandé. Donc, le supérieur envoie un message à des gens, à des subordonnés, pour exécuter un ordre. Donc, la note de service a un caractère obligatoire. Elle exprime un ordre. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu de feedback. On ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier. On doit appliquer l'ordre, bien sûr. La note d'information, il a la même finalité, avec une petite différence. C'est que dans la note d'information, il n'y a pas l'obligation. Dans la note de service, quand j'envoie un message, eh bien, vous êtes obligé de tenir en considération obligatoirement le contenu du message. Par exemple, les horaires du ramadan, par exemple, le respect des horaires dans l'entrée et la sortie des entreprises, etc. Et puis, il y a la circulaire. Par exemple, dans le cas du coronavirus, bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur, vu les contraintes, bien sûr, qui sont imposées à l'échelle internationale, le Maroc a pris la décision, via son ministère de l'Enseignement supérieur, de continuer les études. Donc, ce n'est pas une année blanche, ce n'est pas un arrêt de cours, c'est plutôt on va continuer les études à distance. Donc, les présidents des universités, nécessairement, ont reçu de la part du ministre une circulaire. Alors, c'est quoi l'objet de la circulaire? C'est de mettre en exécution cet ordre qui vient du haut, c'est-à-dire mettre en place toute la logistique, toutes les ressources humaines nécessaires afin que la transmission de l'information soit en ligne, soit à distance, et pour que les étudiants puissent continuer leurs études dans de bonnes conditions. Parce que ce n'est pas une année blanche et ce n'est pas un arrêt de cours. Alors, dans ces contextes-là, le contexte de confinement, le contexte du coronavirus, etc., parfois on n'a pas le temps de discuter. Et il y a une hiérarchie, bien sûr. Et il faut respecter cette hiérarchie. Parce que si on discute, ce sera trop tard pour décider après. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans le management directif et le management participatif. Le management directif, il est là parfois pour faire exécuter l'ordre. Et c'est important de continuer de travailler dans l'ordre pour qu'il n'y ait pas, bien sûr, des dérapages qui peuvent mener à des catastrophes. Voilà. Et donc, le schéma de Shannon, bien sûr, il est applicable dans la communication écrite administrative. D'accord? Alors, à réfléchir, regardez ce schéma, chers étudiants. C'est un schéma de communication qu'on appelle un schéma de communication à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les mass médias. Le deuxième niveau, ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Et quels sont les leaders d'opinion? Ça peut être des journalistes, des penseurs, des écrivains, des hommes de politique, etc. C'est-à-dire les personnes qui jouent le rôle de l'intermédiation entre les médias et la masse populaire. Alors, regardez le sens des flèches, regardez les questions. Alors, je vous invite un petit peu à réfléchir sur ce schéma-là, qui est un schéma à sens unique. Bien sûr, il est complètement différent du schéma de Shannon, parce que Shannon a le souci de l'information et du codage, du décodage. Il y a aussi le principe du codage et du décodage ici, mais nous avons d'autres soucis, l'influence, l'efficacité, la manipulation, il y a la masse, etc. etc. Donc, voilà. Si vous avez besoin de commenter ce schéma-là, vous pouvez me contacter, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, dont vous avez l'adresse. Alors, je vous remercie et pour la prochaine vidéo, nous verrons d'autres schémas de communication avec la notion de feedback. Je vous souhaite une excellente journée.